Un jambon sec qui a du goût, c'est un cochon vieux et gras. Eh ben oui, un vieux cochon bien gras. Bonjour à tous. L'équation de la qualité, elle est très simple. On ne peut pas se régaler avec un jambon cru si le cochon est parti à l'abattoir, trop jeune et trop maigrichon, par souci de rentabilité. Alors moi, aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers des Serrano, Parme et autres San-Daniel, appellation fourre-tout, parfois trompeuse. Tiens, savez-vous par exemple, le Caoste, qu'on met pourtant très en avant en termes de vente, ne correspond à aucun cahier des charges en termes de production, ni à aucune origine géographique. Et le jambon n'est pas épargné par les délocalisations dans les pays de l'Est ou en Chine. Alors vous allez me dire comment s'y retrouver. Comment expliquer qu'un jambon soit vendu 10 à 20 euros le kilo et un autre 300 euros le kilo? Et surtout, la vraie question, est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi cher? Jambon d'exception pour le meilleur et pour le pire, c'est une enquête signée Gilles Demestre. Quand on achète ou qu'on mange un jambon nommé qui a un nom, il faut faire attention à plusieurs choses. Soit ce nom est représentatif réellement d'un cahier des charges lié à une appellation, soit on peut avoir de l'esbrouf. De l'esbrouf où on vous dit il s'appelle comme ça, donc on vous fait manger du nom. Indication géographique protégée. Ça veut dire qu'il vient vraiment de Bayonne, celui-là, qu'il n'a pas été fabriqué en Roumanie et qu'il est venu se faire emballer à Bayonne. Nous, producteurs, on pense que le consommateur a le droit de savoir de quel pays ça vient. Là, c'est la maison mère. On est fiers de nos origines, on est fiers de notre pays, on est fiers d'être français. La star de la boutique, c'est notre jambon de Parme, parce qu'on est de la région d'Émilie-Romagne, qui est le grenier de l'Italie. Ces fameux jambons ibériques, c'est indiscutablement non seulement le meilleur jambon du monde, mais c'est un produit patrimoine de la gastronomie mondiale. On est en train de parler de produits d'exception, ce qui était, il n'y a pas si longtemps, le quotidien des fermes et des campagnes. Chacun est fier de son territoire et, voilà, et de sa culture. On ne peut pas confondre le monde des jambons très très bons, résultant d'un savoir-faire et d'un territoire, avec le jambon de la grande distribution. Il y a les grandes marques et les grandes sociétés qui essayent de nous contrer. C'est la guerre des jambons. C'est vrai que quand vous regardez le rayon jambon, il y a trop de produits. Là, c'est de la folie. L'emballage peut aussi être trompeur. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Moi, je pense qu'on fait un très bon jambon sec en fonction de la matière première. En 2006, lorsque l'interdiction est entrée en vigueur des antibiotiques pour la croissance, on n'a pas vu de rupture significative dans les antibiotiques donnés aux animaux en France. C'est un problème économique qui est confronté à un problème de santé publique. Pata Negra, Bayonne, Auvergne, Serrano, Parme ou San-Daniel, plus que du jambon, des produits gastronomiques exceptionnels, rares et souvent inaccessibles. Mais depuis 2 décennies, ces denrées ont vu leur prix baisser et leur consommation grimper en flèche. Les Français ont consommé 65 000 tonnes de jambon sec en 2012 et ce marché est en hausse de 6% par an. Les consommateurs, même s'ils sont souvent perdus face à la profusion de l'offre, peuvent désormais s'en procurer pour une somme modique dans n'importe quel supermarché. Alors, du terroir à l'assiette, comment le jambon sec, produit de luxe, est devenu un banal aliment du quotidien, avec toutes les concessions que cela implique au niveau du goût et les conséquences que cela pourrait avoir sur notre santé. Alain Mora est le directeur commercial d'une grande marque espagnole, Espuña, leader du Serrano en France. Avec 1 million de jambons secs produits chaque année, il contrôle près de 8% du marché du tranché sous vide. Son passage chez Alain Delprat, patron d'un Super U en banlieue parisienne, est l'occasion de vérifier comment ces barquettes sont présentées aux consommateurs.
Le produit, il est lisible, on le voit, on sait ce qu'on va manger, on sait ce qu'on va avoir dans son assiette. Trop de marketing, finalement on fait passer des messages et on oublie le produit. Oui, le cache. C'est-à-dire probablement que l'aspect visuel n'est pas le plus important. Là, c'est un autre message. C'est un message plutôt axé sur le prix et où le visuel n'est pas le plus important. D'accord. Pour vous, c'est pas évident de s'y retrouver, j'imagine. C'est pas évident parce que l'offre est de plus en plus large. L'offre est de plus en plus large. Les Français connaissaient le jambon cuit, le jambon de Bayonne, un peu le jambon d'Auvergne. On leur a fait découvrir de nouvelles saveurs. Les jambons italiens d'abord et puis espagnols très vite, très rapidement après. Et aujourd'hui, on continue leur éducation en leur proposant des produits qui sont de plus en plus affinés. Avec la même chose, du cochon, du sel, je peux obtenir des produits totalement différents. Parce que ça a beau être le même objet, c'est pas le même sujet. La grande distribution, elle cherche à faire quoi? Du bénéfice et à rémunérer ses actionnaires, en mettant à disposition la plus grande quantité, le moins cher possible, au prix du plus grand nombre de consommateurs. Plus cher qu'à la coupe, le pré-tranché est jugé plus pratique par le client. Aujourd'hui, dans les grandes surfaces, le jambon sec est même devenu un produit d'appel dans les linéaires. Et les industriels ont de nouvelles idées pour vendre, réemballer et packager leur charcuterie venue des rayons comme s'ils étaient de fabrication artisanale. Une déclinaison de la coupe qui est maintenant ce qu'on appelle, qui est un phénomène nouveau, c'est le frais emballé. Là, c'est le producteur qui l'emballe, c'est pas le magasin. Enfin, suivant le cas, c'est le producteur. Donc c'est un autre marketing en fait, c'est quand même le même que la pâte. Alors donc là justement, il n'y a pas de marketing. L'inconvénient de la coupe, c'est, et vous le voyez, le client attend et aujourd'hui le client est pressé et doit pouvoir faire ses courses rapidement. Ça arrive même de rejeter des jambons? Si effectivement on mettait sur le marché certains produits que nous dégustons quelquefois, ça serait faire prendre beaucoup de risques à nos consommateurs. Depuis 10 ans, Alain Morat surfe sur la mode des jambons espagnols. C'est la guerre sur le jambon sec parce qu'on est devenu un partenaire à part entière de la grande distribution. Il y a les grandes marques, les grandes sociétés, les grands faiseurs qui nous regardent un petit peu de travers et qui essayent de nous contrer. Donc c'est sûr que c'est la guerre des jambons. Après avoir inondé avec succès nos grandes surfaces, il vise maintenant le marché du haut de gamme. Il propose ses Serrano en version à la coupe, un des plus importants grossistes de Rungis. En grande distribution, il y a vraiment un engouement à l'heure actuelle pour le Serrano. On est en train d'avoir la situation Serrano qu'on a eu il y a 30 ans sur la situation italienne. Dans tout ce qui est jambon, en fait, on est quand même en train d'avoir des produits relativement neutres. Parce qu'en fait, le goût, aujourd'hui, ce serait d'avoir des produits un peu neutres. Et c'est ce qui fait la grosse différence et peut-être l'engouement de l'espagnol, c'est qu'aujourd'hui, c'est un goût différent. Oui. Le pata negra a encore un goût différent. Donc là, on est sur on va être tous les secteurs Bayonne. C'est un vrai produit avec un IGP. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges pour le fabriquer. Du porc noir de Bigorre, c'est le cousin du porc ibérique espagnol. Donc là, on va être sur toute la région Italie, avec les San Daniel, les Parmes. Ça, c'est du culatello. Mais le meilleur, c'est le Zibello. Et là, on va être sur des jambons d'Auvergne, d'Espagne. Espagne, Extremadura. C'est ça, Extremadura. Il faut avoir les deux bagues. Donc ouais, il est vraiment certifié qu'il faisait le poids, qu'il était bien élevé là-bas. Ça, c'est le plus cher. C'est le plus cher. Est-ce que c'est le meilleur jambon du monde? Certains le disent. Je ne m'avancerai pas à le dire. C'est très très bon. C'est vraiment excellent à manger. Aujourd'hui, en jambon, moi je pense qu'on fait un très bon jambon sec en fonction de la matière première. Et si la matière première n'est pas de qualité, je ne suis pas certain qu'on puisse sortir un produit de qualité. Parce que maintenant, il y a des élevages intensifs. Marketing et packaging réussis ne sont pas toujours synonymes de qualité. Ici, à Rungis, des jambons d'exception côtoient les jambons commercialisés par des entreprises dont les critères de fabrication sont bien différents. Et quel conseil vous donnez aux consommateurs alors? À l'œil, on doit pouvoir trouver des solutions. Et vous voyez, vous avez pata negra fine tranche, et à côté de ça, vous avez un jambon ibérique pur de Bellota, où là, vous avez vraiment ce qu'on appelle pâte noire nourrie au gland. Celui-là, je suis sûr qu'il a été peut-être à la châtaigne, mais au gland, je suis pas sûr. Dans le hard discount, il y a des jambons à 10-15 euros le kilo. Il faut quand même qu'on m'explique. Quand on prend une matière première qui coûte 2,30 € en ce moment, les jambons, pendant 8 mois, il garde sa trésorerie. Et là, il arrive à vendre ça 15,50 €. D'où viennent les cochons? Juger un jambon dans un rayon ou une épicerie fine, rien qu'à l'œil, donne peu de réponses. Au-delà du visuel et du goût, nous avons voulu faire un voyage au cœur des jambons, des meilleurs au plus bas de gamme. Istalim est un laboratoire installé dans le sud de la France, spécialisé dans l'étude de la structure et de l'intégrité des viandes.
nous leur avons confié la mission de scruter une vingtaine de jambons. Une fois qu'on a fait la coupe, on obtient des lames de ce type-là. Elle fait 3 microns d'épaisseur. Pour les jambons, on a réalisé 72 lames. Ces 72 prélèvements ont été analysés de manière individuelle, selon les différents critères. Des jambons Serrano Espuna, d'autres jambons type Bayonne, des jambons marque Hard Discount, et à l'inverse, des jambons qualité traiteur, type Pata Negra, des types jambons italiens San Daniel, ou des jambons français type Auvergne. Et le haut de gamme, c'est le Pata Negra. On voit que la fibre musculaire est entièrement lisse. Ça montre bien que le sel a fait tout son travail. Et ce qui est assez typique de ce genre de jambon, c'est la présence de gras sous forme de collier de perles qu'on voit ici. C'est une caractéristique qui correspond principalement à l'origine des porcs. Sur un jambon San Daniel, où le gras va être plus entre les faisceaux de fibres musculaires et beaucoup moins infiltré. Donc pas du tout la même architecture de fibres musculaires, donc c'est pas du tout les mêmes porcs qui sont choisis. Le jambon d'Auvergne a également une complète dénaturation de la fibre. Ces 3 jambons-là sont des jambons très artisanaux en fait. Voilà, chacun son représentant d'un terroir, d'un procédé particulier. Sur les jambons de supermarché, quelle que soit leur appellation ou le nom sur la barquette, on ne va pas voir de différence au niveau de la structure ou de la composition des jambons. C'est terrible de dire ça. Il y a une standardisation du goût qui est recherchée aussi par le consommateur et par le fabricant de manière à avoir quelque chose de vraiment reproductible. Le jambon de moins cher, on voit des zones qu'on voit ici plus claires qui laissent penser à une dénaturation de la fibre musculaire liée à un petit incident de fabrication. La fibre, au lieu d'avoir toujours sa structure un peu hexagonale, elle est complètement pulvérisée. Et la salaison, comme elle était courte, n'a pas permis la dénaturation totale et uniforme de la fibre musculaire. La conclusion du laboratoire est sans appel. Les jambons haut de gamme ont chacun une très forte personnalité et ont donc des goûts très affirmés. Ceux des supermarchés, les jambons industriels, se ressemblent tous. Qu'ils se disent de Parme ou de Bayonne, de Pays ou de Serrano, ils ont la même structure, la même texture, avec peu de différence de goût. Quant au jambon Hard Discount, lui, il n'est pas fini. Séché trop rapidement pour faire baisser son prix, il est encore cru et contient de l'eau. Le but du jeu, c'est que ça soit réglé, sans aspérité, sans différence, sans swing. Ça, c'est une voie. C'est ce qu'on pourrait appeler la voie de l'industrie. Il y a une autre voie, totalement différente, qui est celle de la variabilité et de la différence. Goûtez ça parce que... incroyable, c'est parfumé. On a des affinages beaucoup plus longs que n'importe qui, on essaye de faire des jambons d'exception, c'est vrai, mais là, on est ailleurs. Hein. Ouais. Ouais, ah bah ouais, on est à 84 mois, voilà. Les jambons ibériques, appelés Pata Negra ou Bellota, sont des pièces précieuses. Philippe Poulachon importe d'Espagne les meilleures productions et les distribue aux grandes maisons, aux chefs et aux amateurs éclairés. Vendus à Paris près de 300 € le kilo, ils justifient leur prix par leur qualité extrême. 2006, février 2006, donc on est sur un jambon qui a 84 mois d'affinage. C'est réellement exceptionnel dans la mesure où il faut que c'est le gland, la bellota en espagnol, qui va donner au jambon après une capacité de vieillissement incroyable. Donc 2006, on était dans ce qu'on pourrait appeler dans la vigne un millésime du siècle. Là, par exemple, on est sur un jambon de janvier 2008. Donc celui-là, c'est un petit genou par rapport à l'autre parce qu'il n'a que 60 mois d'affinage. Ça reste impressionnant d'avoir cette souplesse. Il faut imaginer, même dans les parties un peu plus étroites. Ça, là aussi, c'est vraiment très caractéristique d'un jambon qui est issu d'un cochon gavé de bellota. Pour profiter au mieux des qualités organoleptiques de ce jambon, il faut le consommer à une température que je qualifierais d'andalouse. En Andalousie, ils ont de la chance, la température moyenne est quand même agréable. C'est un jambon qui a besoin de suer, de transpirer, un peu comme pour un grand vin. C'est un jambon qui a besoin de monter en température. Voilà. Et l'intérêt de la découpe à la main avec donc des pétales qui comportent toujours à la fois du maigre et du gras parce que le goût est également dans le gras.
Donc là, on va goûter. Pour moi, la texture d'un jambon ibérique, c'est à la fois l'amplitude aromatique, c'est-à-dire ça remplit la bouche, mais après, on a ces arômes qui permanent au palais. Et là, à l'instant où je vous parle, la caudalie de ce type de jambon, c'est 3-4 minutes, c'est incroyable, c'est unique. C'est quand même un jambon qui est cru et certes salé, mais 7 ans plus tard, c'est une impression, ça renvoie sur l'univers du sucré. Ces cristaux-là, c'est ce qu'on appelle des cristaux de tyrosine, et c'est au-delà d'une durée qu'on évalue aujourd'hui au minimum à l'ordre de 2 ans qu'apparaissent ces formations cristallines. Donc un jambon de qualité doit présenter ces formations, ces cristallisations de tyrosine, je répète, c'est absolument pas salé, qui au moins garantissent qu'il y a eu une durée d'affinage de l'ordre de 24 mois. Bon, le dortoir des jambons. Viens voir. Philippe Poulachon est ambassadeur de ce savoir-faire unique depuis presque 20 ans. Dès sa première dégustation, il n'a eu cesse de connaître ce jambon et d'en devenir un des ultra-spécialistes. C'est le dernier grand produit de luxe alimentaire qui a surgi depuis une trentaine d'années. Il y a eu le caviar au début du siècle, après un peu plus tard le saumon fumé avant qu'il se banalise, le foie gras, la truffe. Et il y a un grand produit qui a émergé, un vrai produit de luxe, qui sont ces fameux jambons ibériques, à partir du moment où ils respectent tous les critères pour être ce qu'ils sont selon moi quand le travail est bien fait. C'est indiscutablement non seulement le meilleur jambon du monde, mais c'est un produit patrimoine de la gastronomie mondiale. Pour avoir 5 kilos de pétales de jambon, il faut 10 000 m² de chêne et de DSA, il faut un cochon de 170 kilos et il faut un process, allez, on va être à peu près dans la moyenne de ce qui doit être fait pour que ce soit très bon, 5 ans. La DSA, cette forêt de chêne, c'est là où on va retrouver les 4 appellations d'origine, la vallée de Los Pedroches au nord de Cordoue, l'appellation d'origine Huelva qui comporte le village célèbre ou connu de Jabugo, l'appellation d'origine DSA d'Extrémadure et le fameux village de Guijuelo, là on est en Castille-Mancha. L'histoire en fait elle commence ici, là-bas au fond, il y a nos petits cochons noirs, et c'est là où l'histoire commence. Gracias. No te preocupes. Emiliano. Il y a 2 grandes races de cochons dans le monde. Le plus courant, le porc celtique, appelé aussi porc blanc, qui donne la plupart des jambons à travers le monde. Et le porc ibérique, très rare, et que l'on trouve essentiellement en Espagne et au Portugal, et qui donne le fameux bellota. Ça c'est un gland de Encina, c'est celui qu'il préfère. Donc il faut attendre que les glands tombent, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la montanera, donc là on est dans la DSA, et c'est là où en s'alimentant exclusivement de glands mais aussi d'herbe, qui est un régime qui est très intéressant parce que ça complète les glands, et c'est là où ils vont passer de 100 kg à 170, 180 kg qui est leur poids d'abattage, ça veut dire qu'ils prennent 70 à 80 kg en mangeant ces glands. Ça c'est bon. C'est comme la châtaigne. Installé durant 2 ans sur son hectare de forêt de chêne, le petit cochon ibérique doit manger 700 kg de bellota, de gland, quand survient la montanera, d'octobre à janvier, pour obtenir son appellation. Et c'est pas le paradis là quand même? Mieux ce serait un décembre, moi je trouve. C'est un cochon qui a failli disparaître dans les années 70. Il n'est pas prolifique, il fait un excès de gras. Et donc quand des élevages intensifs aux Pays-Bas, en Bretagne se sont montés, les Espagnols aussi, eux, ils en avaient marre d'avoir un cochon autochtone qui était pas fertile ou beaucoup moins que les cochons celtiques et tout ça. Donc il y a plein de souches qui ont même disparu de cette race ibérique. C'est devenu un peu l'or noir de cette partie de l'Espagne. On est en Extrémadure. Il faut imaginer que quand tu plantes un gland, il te faut 25 ans pour récolter d'autres glands. Donc il n'y a pas beaucoup de capacité de réponse et d'adaptation au marché. Donc si la demande pour du jambon bellota augmente, naturellement, soit c'est le prix qui augmente, soit sinon il y a un problème. Il faut bien comprendre que l'Italie a régné sans partage jusqu'à récemment. Ils se sont fait prendre la première place par ce jambon qui effectivement est issu d'un processus d'élaboration unique
Le jambon de Parme ou de San Daniel est le plus cher. Quand on est autour de 75 €, on est vraiment dans le très haut de gamme. Le très bon jambon ibérique, celui qui est véritablement de Bellota et qui a suivi toutes ces étapes, en dessous de 200, 250, 300 € le kilo, c'est voilà, c'est une équation économique qui ne tient pas. On est arrivé au milieu de nulle part. Le cochon ibérique vit 2 ans, contre généralement 6 mois pour le celtique. Sierra de Barbelido est le plus gros abatteur d'Extremadura, l'appellation la plus exigeante du monde. Ils abattent pendant la seule période de la Bellota. Un processus hyper contrôlé que Philippe Poulachon vient régulièrement vérifier. Donc ça, c'est l'échantillon de graisse qui est analysé pour chaque cochon et qui sert à identifier si le cochon a vraiment mangé de la Bellota. C'est prélevé au niveau du sacrum du cochon. Il y a une vétérinaire de la dénomination d'origine d'Extrémadure qui est là pour valider que la carcasse fait plus de 110 kg. En dessous, l'animal n'est pas homologué. Donc ça, c'est l'appellation DSA Extremadura Bellota. La couche périphérique de gras d'un cochon ibérique, là, on peut presque la mesurer, c'est de l'ordre de 12 cm. Sur un cochon celtique, on va avoir 3 mm. Et c'est ce métabolisme particulier qui fait de ce cochon un cochon exceptionnel, capable de produire des jambons hallucinants. Ils ont des couteaux qui coupent bien. Hein. Pour faire la cuisine, ce serait cool, ça. C'est vraiment là où on fait les pièces nobles, palettes et jambons. C'est là où on leur donne leur forme quasi définitive. Et là, on a donc le sceau du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Voilà, ça y est, là, on arrive dans les séchoirs naturels. Et là, c'est notre réserve. Donc ça, c'est notre réserve. Tu sais, j'ai un métier merveilleux. Mon métier, c'est de tâter des cuisses en permanence. C'est quand même magique, hein. Le niveau moyen de qualité ici, c'est quand même exceptionnel. Donc là, on est sur des jambons qui sont véritablement issus du porc ibérique 100%. D'ailleurs, c'est un des producteurs qui se bat pour réserver l'appellation ibérique à des porcs ibériques purs. Par percha, là on appelle ça une percha, il y a 60 jambons. Donc si on considère, allez, on va dire un chiffre, 200 € par jambon, il y a 25 perchas dans la profondeur. C'est-à-dire on a à peu près, ici on a 300 000 € d'immobilisation. Donc dans chaque bodega, on a un peu plus de 2 millions d'euros de jambon. Il y a 9 bodegas ici, donc voilà, il ne faut pas dire où on est en fait. Hein. Emilio Farras est un des jambonniers les plus traditionnels des Bellota d'exception. Moi, c'est comme ça que j'aime manger. Una caña, à la tienne. Quircus, son entreprise, est installée près de Guijuelo, à 1000 mètres d'altitude. 100 000 jambons sèchent dans ses séchoirs. Alors là, on est sur ce qu'on appelle la coupe en V. Il faut imaginer que ces jambons-là, nous, on les aura dans à peu près 4 à 5 ans. Hein. Là, on est sur une méthode traditionnelle. On fait des pyramides de jambon. C'est comme ça que faisait le grand-père, le père. Ce qui fait la particularité de l'élaboration traditionnelle de ces jambons, c'est qu'ils sèchent uniquement de manière totalement naturelle. Il y a des fenêtres avec des persiennes. On fait des courants d'air naturel dépendant du climat extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui... On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Emilio est aussi un des derniers romantiques à accrocher encore ses jambons à la manière traditionnelle. C'est quoi le secret alors pour faire un jambon d'exception? Je crois la calme. C'est surtout ça. C'est pas sécher un jambon, c'est affiner, c'est curer un jambon. Il doit être fini, mais pas sec. Et les variables pour obtenir une pièce d'exception sont énormes.
C'est pour ça que je crois, à mon avis, c'est peut-être le produit gourmet le plus difficile à élaborer. En maths, ce serait une équation au moins à 4, 5, 6 inconnus. Donc une équation à une inconnue, c'est trivial à résoudre. Une équation à 5 ou 6 inconnus, c'est des études de maths supérieures. C'est toute la difficulté d'affiner un jambon, de le sécher sans qu'il devienne sec, mais qu'il reste moelleux. Puisque la texture est aussi un des paramètres de dégustation. Et le goût, la capacité à capter le goût, à complexifier les arômes. Donc il y a un équilibre au départ assez subtil à trouver. Et après, il y a un soin tout au long de l'affinage, avec beaucoup de manipulation. Contrairement à ce qu'on croit, il ne s'agit pas simplement effectivement d'accrocher les jambons. Mais là, voilà, ce système d'accrocher les jambons à la voûte, et, avec des cordes, c'est un peu un survivant, Emilio. Rares sont ceux qui veillent à préserver ce produit d'exception. Le pata negra est hors de prix et on ne peut le produire qu'en petite quantité. En Espagne, il existe traditionnellement un autre jambon haut de gamme, plus facile à élaborer, le serrano, qui est une STG, une spécialité traditionnelle garantie. Cette norme européenne fixe quelques règles de savoir-faire pour confectionner ce jambon, mais n'impose pas de lieu de fabrication. Conclusion, n'importe qui peut en produire partout dans le monde. Nous, personnellement, nous sommes positionnés sur des produits, on va dire entre guillemets, standards, mais de qualité. Au début, c'est vrai que c'était pas facile, parce que bon, on était un Espagnol parmi tant d'autres pour aborder le marché de la grande distribution. Le marché, effectivement, il est tiré vers le haut, grâce justement au marché espagnol. Rien de plus facile alors que de tenter de copier la success story d'Espuña, dont Alain Morat est un des instigateurs. Des centaines d'industriels de l'agroalimentaire se sont ainsi emparés du serrano, en jouant avec tout l'imaginaire d'un produit du terroir et en faisant énormément baisser le coût. Mais à quel prix? Nous sommes à Albessar à Madeira, la plus grande maternité de cochons au monde. Le directeur commercial découvre cet élevage ultramoderne et totalement informatisé. Plus de 3400 truies vivent ici 2 années. Elles produisent les 100 000 porcelets par an qui seront ensuite engraissés, puis abattus à l'âge de 6 mois. Une production largement exportée en France sous forme de jambon par Espuña. L'objectif fixé est en moyenne de 50 porcelets sur 5 cycles en 2 ans. Si la truie n'a pas de petits lors du premier cycle, on l'envoie à l'abattoir. Certaines truies sont meilleures et arrivent à faire 6 ou 7 cycles. Qu'avez-vous gagné avec l'informatique? De l'efficacité. C'est son 3e accouchement. Ça améliore la rentabilité, bien sûr. La science a aussi aidé à l'amélioration de la productivité. Le but, augmenter le nombre des mamelles détruits afin de nourrir plus de porcelets. Grâce à une sélection des meilleurs, une évolution génétique a été possible. Chaque fois, elle pourra allaiter davantage de petits cochons, parce qu'il y en a qui ont 16. Et bon, nous, on en met 12. 12 petits cochons par truie. Mais bon, il y en a qui peuvent allaiter 13. Si elle a 16 seins, disons qu'avec 13, sûr qu'elle les allaite bien. C'est comme les femmes. Elles font des infections, alors on les traite avec antibiotiques et anti-inflammatoires. Les petits cochons, on leur coupe les canines, on leur coupe la queue aussi, parce que quand ils sont grands, ils se mordent et il y a du cannibalisme. Vous lui mettez de la musique aussi? Ah oui, de la radio. C'est rock'n'roll, hein? Devant l'engouement de leur jambon, les producteurs espagnols se sont adaptés à la demande. Les tranches extra fines, rectangulaires et peu grasses. Inventeur de cette recette, Espuña gagne en permanence des parts de marché et vend maintenant 26% du jambon espagnol en France. La passion et le travail, quand la passion et le travail, c'est la même chose. Est-ce que justement vous êtes dans une course à la productivité? Bien sûr, toutes les entreprises, nous sommes ça. Parce que des producteurs à l'Espagne, il y a, je crois, 4000. C'est pour ça que c'est un marché très compétitif sur la qualité et bien sûr sur le prix aussi. C'était une ancienne usine qu'il a acheté mon père.
chaque semaine, nous faisons entre 12 000, 15 000. Le maximum, c'est 20 000. Un jambon comme ça, vous achetez combien par exemple? 1,67 €, c'est le prix de cette semaine. Et ici, il est l'affinage à la cave, on dit. De 3 mois jusqu'à les 9-10 mois, on perdra ici en 34%. Vous faites des jambons depuis combien de temps? Mon père, il a déclenché 1947. You know there's too much on my mind. I can't sleep at night. Nous sommes très focalisés dans le pré-tranchage. Pas vendre les jambons de 7 kilos en 7 kilos, de vendre les jambons de gramme en gramme. She's a teaser, yeah, yeah, yeah. She's a teaser, you know you can't catch her. Et c'est pour ça que nous avons eu un commencement très difficile. Hein. Comme on a eu du succès, il y en a beaucoup qui nous copient même pratiquement. Pratiquement l'identique de nos packaging, c'est incroyable. Nous faisons un kilo, presque 3 millions de kilos pré-tranchés. En fait, toute la difficulté de votre métier, c'est de faire que chaque tranche ressemble à l'autre tranche. Exactement, exactement. Et vous trouvez que le marché du jambon a changé? La distribution, ça c'est le plus grand changement qu'on a fait le marché. Quand j'ai commencé, c'était tous les petites épicières, les charcutières de coin, et maintenant ce sont les GMS, les supermarchés et tout ça. Espuña est synonyme de réussite. Cette entreprise exporte partout un jambon standardisé qui plaît. Mais le succès du jambon espagnol aiguise les appétits et chacun veut sa part du cochon. Pas seulement en Espagne, mais partout en Europe, c'est la ruée vers l'or gras, avec tous les excès et les dangers que cela peut provoquer. La demande de plus en plus importante des consommateurs a évidemment des conséquences sur la production du jambon sec et de sa matière première, le porc. Et aujourd'hui, le meilleur côtoie le plus dramatique. Je m'appelle Brigitte Gauthier, je suis une des porte-paroles de l'association L214. L214 s'est donné pour mission de montrer la réalité de ce qui se passe dans les élevages, pendant les transports, dans les abattoirs. Alors il y a une chose passionnante en fait dans la production dite industrielle de l'agroalimentaire au niveau mondial, c'est qu'un certain nombre de produits sont rabaissés, je vais dire, à de la simple matière première. C'est des protéines sur pâte, c'est du minerai, c'est de la matière première et on en a fait juste des objets de consommation. Les éleveurs qui sont plus, enfin on ne peut plus tellement les appeler éleveurs, on peut les appeler techniciens d'ambiance finalement, c'est juste rester dans la course. On doit pouvoir utiliser cette viande de porc sur le marché mondial, qu'elle soit d'origine chinoise, russe, française, espagnole ou nord-américaine, elle doit être identique. C'est de la matière première, c'est du minerai. Malgré la réglementation européenne, la mondialisation a semé la pagaille, rendant difficile la traçabilité des porcs. Le fait de parler de minerai, ça vexe les producteurs parce qu'on fait un métier qui est passionnant mais qui est difficile. Donc on pense que le consommateur a le droit de savoir de quel pays ça vient. Actuellement, il y a un débat sur l'identification d'origine de la viande de porc. On a suivi des cochons, nous, qui partaient de Hollande pour aller se faire engraisser en Espagne. Donc il y a vraiment des animaux qui circulent dans toute l'Europe. La Commission européenne a une vision très, très libérale des choses. C'est origine UE ou non UE. Nous, producteurs, évidemment, nous ne partageons pas du tout cet avis. Nous pensons qu'on doit avoir une identification par pays. Et il y a des mentions aussi qui sont dangereuses. C'est transformé en France. Maintenant, les circulations d'animaux font que voilà, vous pouvez avoir un étiquetage français avec des animaux qui ont été élevés ailleurs mais abattus en France par exemple. Je me mets à la place du consommateur qui va voir transformé en France, il voit le mot France, il dit c'est bien, j'achète, et puis en réalité il a acheté quelque chose qui ne vient pas de France. Vous pouvez acheter un Serrano, en fait, qui sera un porc qui sera arrivé d'Allemagne, qui aura été transformé en France, vous êtes d'accord? Ça peut arriver. Produire un porc en France coûte beaucoup plus cher qu'en Espagne ou en Allemagne. Alors les industriels du jambon ont intérêt à faire venir la matière première de l'étranger.
Un salarié français va coûter à une entreprise 19-20 euros. Un salarié allemand va coûter entre 2 et 3 fois moins cher. Ça s'est traduit en 2012 par une baisse de 2,5% de la production. Et on s'attend en 2013 à une baisse encore plus importante de la production française. Ils arrivent sur le marché français à des prix inférieurs aux nôtres, donc c'est quand même surprenant. Enfin, c'est pas surprenant puisqu'ils ont un coût de main-d'œuvre inférieur au nôtre, plus au niveau environnemental des contraintes moindres. Mais le danger n'est pas seulement là. Augmenter la productivité jusqu'à la limite provoque des comportements irresponsables, aux conséquences incalculables pour le futur. Ce sont des animaux qui sont élevés en confinement extrême et qui sont souvent sous traitement médicamenteux de façon à leur faire tenir le coup. Il y a des anecdotes qui circulent sur le fait que quand on vous livre les porcelets, on vous livre en même temps la quantité d'antibiotiques correspondante. Donc voilà, les traitements médicamenteux dans l'élevage industriel, c'est quelque chose de massif, c'est quelque chose qui pose la question de l'antibiorésistance aujourd'hui de certaines bactéries. Cette surproductivité, cumulée au tout antibiotique afin d'éviter les pertes d'animaux, est plus que préoccupante aux yeux de la médecine. C'est un problème économique qui est confronté à un problème de santé publique. Les antibiotiques, vous savez, c'est ces médicaments miracles qui permettent de sauver littéralement les gens qui ont des infections dues à des bactéries. Mais comme ils soignaient très bien et qu'ils prévenaient très bien beaucoup de maladies bactériennes, ils ont aussi été beaucoup utilisés chez les animaux et en agriculture. Vous avez dû vous rendre compte dans votre enquête, quand il y a une bactérie pathogène qui infecte ces porcs lors du sévrage, eh bien, il est tentant de leur donner des antibiotiques de façon systématique pour empêcher qu'ils soient malades. De même, quand il y en a un qui est vraiment malade, on traite l'ensemble de ce qui s'appelle la bande pour prévenir la diffusion de la maladie. En France, c'est pas du tout interdit de donner des antibiotiques dans ces situations-là. Ce qui est interdit, c'est de donner des petites doses d'antibiotiques pendant toute la vie des animaux. Les antibiotiques, c'est clairement à l'heure actuelle une ressource limitée. On n'en a plus de nouveaux. Et donc, il faut réduire la cause de l'augmentation de la résistance, c'est-à-dire la consommation d'antibiotiques. À la fois chez les gens qui n'en ont pas besoin, on ne traite plus les rhumes viraux avec des antibiotiques, et à mon avis, en élevage et en agriculture aussi de façon importante. Une fois qu'une bactérie s'est adaptée à un antibiotique, celui-ci devient totalement inopérant. Ce problème de santé inquiète un pharmacien, spécialiste des produits vétérinaires, qui a voulu rester anonyme. Car derrière la prescription des antibiotiques, il y a surtout de gros enjeux financiers pour les vétérinaires. Le vétérinaire, dans le système français, et ça dépasse largement la problématique des antibiotiques, le système français autorise le vétérinaire prescripteur à vendre ce qu'il prescrit. Parce qu'en fait, il y a des contrats d'achat, de volume entre les labos et les vétos. Les laboratoires proposent ce qu'on appelle une coopération commerciale qui se traduit sous forme de contrat avec des remises qui sont versées en fin d'année en fonction des volumes achetés. Certains chefs de service de réanimation, on se rend compte qu'il y a des personnes jeunes qui sont par ailleurs atteintes d'affections relativement banales pour lesquelles il n'y a plus d'antibiotiques efficaces et qui malheureusement décèdent. Certains chefs de service de réanimation qui racontaient qu'il y avait environ 2 décès par semaine qui étaient directement imputables à cette notion d'antibiorésistance. Moi je suis persuadé que si on reste dans la qualité, dans les produits locaux, on va s'en sortir. Et vous qui êtes jeune, vous voyez comment l'avenir Il faut continuer dans le sens de la qualité, parce que je pense que c'est ça de l'avenir. 40 éleveurs, comme Didier de Libye et son fils, produisent 100 000 porcs chaque année. Des porcs équitables, dont les cuisses sont vendues au saloir du Périgord. L'écologie, la première, c'est d'abord le bonheur des hommes, quand même, et ensuite le bonheur du cochon. Dans cette usine sont produits 5000 jambons par semaine, provenant à 80% des cochons locaux. Alors, où est-ce qu'on voit un tampon d'abattoir? Voilà, donc France. Pour assurer la qualité et la régularité de son approvisionnement, Laurent Molon, le patron des saloirs, a signé un accord avec la coopérative locale. Il reverse aux éleveurs 30 centimes d'euros de plus au kilo,
s'il s'engage à donner une alimentation riche en céréales et à faire un élevage respectant le bien-être animal. Ils sont partis pour une période en moyenne, donc 6 ans. On a présalé au départ le jambon avec un peu de sel et du salpêtre. On met juste un petit peu de sucre pour donner un peu plus de goût, mais il n'y a pas d'autres ingrédients autorisés dans la législation française. Donc en fait, on fait le jambon sec exactement comme on le faisait il y a un siècle. Pour exister sur le marché hyper concurrentiel des jambons secs, Laurent Melon a retrouvé une vieille recette locale, oubliée depuis des décennies, et lancé en 2009 un nouveau produit, le jambon noir du Périgord. Il y avait un os au milieu de ce jambon, on l'a enlevé, on a ressoudé par la pression ce morceau de jambon. En France, on considère la charcuterie comme un produit gras. En tout cas, c'est devenu faux pour le jambon sec. D'une part parce que les porcs sont beaucoup moins gras qu'ils n'étaient il y a 30 ans, parce qu'il y a eu aussi la sélection génétique. Et il se trouve que nous, dans le jambon, le plus gros du gras est enlevé. Ce jambon, aromatisé à la baie de Genévrier, apparaît maintenant dans les rayons des grandes surfaces. 50 tonnes d'abord la première année, puis 100 tonnes, soit 1 million de barquettes. C'est un carton. Les jambons, comme vous voyez ici, sont séchés avec leur os. On a l'ambition de faire un produit qui ressemble au Périgord, qui est un produit généreux, goûteux et vrai. C'est un marché qui est très concurrencé, aujourd'hui qui est pas mondial mais européen, avec un savoir-faire important et reconnu des pays du Sud, qui sont l'Italie et l'Espagne quand même, qui sont des pays traditionnels producteurs et consommateurs, mais aussi des produits qui viennent de Belgique et d'Allemagne, qui sont en fait des produits désossés avant séchage, qui sont même pas forcément séchés mais pressés pour extraire l'eau. Donc on tombe tout dans une famille jambon sec ou jambon cru, mais avec des façons de faire totalement différentes. En France, on ne peut pas faire du jambon sec en rajoutant des nitrites, alors qu'en Allemagne et en Espagne, c'est autorisé. Alors dans le jambon, il y a des jambons crus d'Allemagne qui pour nous ne sont pas du jambon sec. Donc on ne se prononcera pas là-dessus. Puis après, vous avez du Bellota ou du Pata Negra qui est autre chose. Madame Abbassi, direction de la protection des populations de Paris. Oui. Vous connaissez nos services? Faire le ménage sur les marchés, c'est le travail du service des fraudes. Il traque les arnaques, les fausses appellations ou les problèmes liés à la traçabilité. Les marchés abondent de stands de jambon sec dits de tradition, à l'ancienne, de montagne, mais ces dénominations ne sont pas toujours justifiées. Là, je vois que vous avez du jambon. Il faut absolument afficher et le prix et la dénomination de vente. Vous avez taré la balance là, c'est ça? Non? Vous savez que le consommateur ne doit pas payer le poids de la feuille. C'est 37 500 € d'amende. Il manque des prix encore par là. Et puis les contaminations croisées, les charcuteries à côté du fromage. C'est pas terrible au niveau de l'hygiène, tout ça. La réglementation en matière alimentaire, elle est tant nationale qu'européenne et on doit appliquer et faire appliquer l'ensemble des textes. Alors en ce qui concerne les AOP, toutes les phases de la production sont issues de cette aire géographique définie. Et en ce qui concerne l'IGP, c'est un peu moins strict puisque au moins la phase de production doit être issue de cette aire géographique définie. Bonjour. Bonjour, Madame Abbassi, direction de la protection des populations. Votre jambon italien, là? C'est celui-ci. Oui. Il vient de... C'est pas du Parme, c'est... Non, c'est pour ça qu'on met jambon italien. Voilà, c'est très bien. C'est quoi ce jambon-là? Vous connaissez nos services? J'ai vu que vous aviez du jambon, mais il n'y a pas de dénomination de vente, on ne sait pas ce que c'est. Merci. Celui-là, ce matin, c'est du Parme, oui. Il faut absolument l'indiquer. Vous aviez des appellations du Bayonne, le Parme, le San Daniel. Vous savez que ce sont donc des appellations. D'ailleurs, il doit y avoir le logo communautaire sur le produit. Vous êtes obligé de faire apparaître le logo communautaire ainsi que la dénomination validée par Bruxelles. Vous pouvez très bien indiquer jambon de Parme, mais la dénomination enregistrée par Bruxelles, c'est Prosciutto di Parma. Derrière tout ça, tous ces textes, il y a des cahiers des charges très lourds, bien évidemment, pour les producteurs. C'est pour ça que la communauté exige que ces mentions soient reprises sur l'étiquetage.
ces mentions d'appellation pour que le consommateur puisse savoir qu'il achète bien un jambon Serrano, qu'il achète bien un jambon de Parme, qu'il achète bien un jambon de Bayonne, par exemple. En Auvergne, on est loin de Bruxelles. Laurent Laborie produit ici des jambons artisanaux exceptionnels. Éric Roux, journaliste, écrivain, spécialiste de la culture culinaire et qui habite dans cette région, est venu en voisin. Il nous guide à la découverte d'un des meilleurs jambons du monde, authentique et ultra raisonnable. Alors ça c'est la maison... Là c'est la maison mère donc, où tout a débuté, c'est-à-dire que les premières charcuteries se sont fabriquées ici. Le jambon de coche de M. Laborie n'a aucune appellation. C'est le jambon de M. Laborie. Mais comme M. Laborie a une petite réputation dans le monde de la salaisonnerie, on sait que si on lui achète un jambon de coche qui a 24 mois à 30 mois d'affinage, j'aurai a priori une certaine qualité qui respectera sa zone de production qui est le sud-ouest du Cantal. Vous vendez aux grandes surfaces? Non, parce que si vous voulez, nous on a une culture de produits de qualité. Donc on se privilégie le travail manuel, et le travail manuel il a un coût. Là ils sont secs, ils sont le dessus. C'est quoi la marque verte qui est dessus hein? Ça c'est notre porc fermier. On a 4 éleveurs qui élèvent donc des cochons uniquement pour nous, avec notre monde d'élevage qui est en plein air. Et voilà la cave d'affinage. Là c'est tous nos porcs fermiers et nos jambons de coche qui sont stockés ici. Dans cet affinage, dans votre banque de jambon, il y en a des exceptionnels, vous en avez des magnifiques. Ah oui, oui. On va vous les montrer. C'est les deux de 47 kilos poids frais. Ouais. Et vous voyez, ils ont été salés la semaine 26 de 2011. Voilà. Et vous pensez que ce sera... Mais j'espère qu'il sera bien. Il y a une part de poker quand même dans l'histoire. Oui, c'est toujours pareil, il y a une part de loterie. Donc on met tout en œuvre pour essayer de sortir le meilleur de notre matière première. Alors, regardez. Regardez l'épaisseur de gras qu'il y a. C'est magnifique. C'est énorme. Il doit approcher des 40 kilos là. On est fiers de nos origines, on est fiers de notre pays, on est fiers d'être français, et voilà quoi. Donc la fierté c'est ce qui nous fait faire de bonnes choses. Si on n'est pas fier de ce qu'on fait, ben, on fait du n'importe quoi. Monsieur Laborie, il est très fier avec ses gros jambons. C'est ça qui est important. On ne peut pas choisir le meilleur jambon du monde. Chacun est bon dans sa culture. Ça pèse combien ça 24-25 kilos. Vous vendez ça combien au kilo? Au magasin, on le vend aux alentours de 15 € le kilo. 15 € le kilo? Au magasin. 15 €, ouais. C'est fait artisanalement. Oui. C'est maturé pendant 24 mois. Oui. Ça vaut pas plus que 15 €? En Auvergne, non. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que la démarche elle est faite donc, au niveau de l'IGP d'Auvergne. Et elle est en train d'aboutir. Donc le jambon d'Auvergne sera protégé d'ici normalement 2013-2014. À Roanne, Michel Troisgros fait des merveilles. Il est un des plus grands chefs français, 3 étoiles Michelin. Éric Roux lui apporte un jambon de Laurent Laborie pour avoir son avis. Mathieu est par là, les gars. Voilà, Eric, qu'est-ce que tu m'as amené là? Oh, la petite bébête. La pièce faisait combien? 300 kilos? C'est des coches, ouais, pour 300 kilos. Ah, la vache. Mais ça va être un combat. Comment tu fais une pièce pareille? Mon Dieu. Ça, c'est la puissance même, c'est minéral. C'est presque... Tu vois, c'est presque du granitique même. Une pièce comme ça, je veux dire, par où je l'entame. Là, si tu veux, moi j'ai envie voilà, c'est de la grande musique. Moi j'attaquerai là, comme ça ici. Là, tu me poses un vrai problème. Non, c'est du cuir. Hein. C'est une peau en cuir. Les gars, est-ce que quelqu'un aurait une lame suffisamment lourde et affûtée pour attaquer la couenne d'un jambon comme ça? Ah, il va mieux ton couteau là. Il va mieux. Je sais pas si je suis pas que dans le... Ah non, je suis dans le... Il y a du maigre, c'est bon. Waouh, regarde comme c'est beau. Non? C'est fabuleux. Et tournez là-dessus. Cette fraîcheur extraordinaire. Quel beau produit, putain, quel beau produit.
Ça, évidemment, ce que j'enlève là, c'est pas perdu. Hein. C'est presque un travail moyenâgeux, là, ce qu'on est en train de faire. Voilà. Oh putain. C'est bon, hein? Mais attends, moi, j'ai jamais mangé à manger de... Moi qui suis très italien, tu sais, par mes origines, là... Mathieu, toi qui es de Bayonne, goûte-moi ça. Non, César, qu'est-ce qu'on peut Est-ce que tu connais la race cul noir du Limousin? C'est un cochon qui donne autant de gras que de maigre. Hein, mais ça, c'est vraiment un truc d'amateur, quoi. Voilà. Et tu vois, regarde comme la chair. Michel Troisgros sort à son tour des jambons d'exception qui séchaient dans sa cave. C'est assez exceptionnel, ça se fait dans une seule petite région, près de Parme. Le jambon est désossé, ensuite il est salé, il est emmailloté, et ensuite donc affiné, mais c'est des cochons avec une alimentation. Il y a un bouquet, il y a des arômes de l'un à l'autre qui sont très différents. Ça coûte 15 € le kilo. Culatello, on est sur un truc qui est presque inabordable. Ah ouais, le culatello, il est à plus de 100 € le kilo. Ça, on doit être à 90 peut-être, ça, quelque chose comme ça. Ça, c'était en voie de disparition. Il restait que quelques cochons. Ils ont relancé Asibello il y a 20 ans, mais il n'y en avait plus. C'était à l'abandon. Alors que c'était... mais pourquoi? Parce que l'industrie, la rentabilité, la facilité, la rapidité de croissance, voilà, tout sauf ça. La Rolls des jambons, c'est le cul noir du Limousin. Si on les écoute, la Rolls du jambon, c'est le culatello du Zibello. Si on les écoute, c'est le jambon sec, non pas jambon cru, jambon sec d'Auvergne. Donc chacun est fier de son territoire et voilà, et de sa culture. Ce qui était extraordinaire, on est en train de parler de produits d'exception, ce qui était, il n'y a pas si longtemps, le quotidien des fermes et des campagnes. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire le cochon le plus authentique, l'animal le plus commun de nos campagnes est devenu un produit d'exception servi sur les grandes tables. Les cochons sont là? Ce sont des croisés? Ah non, ils sont purs. On va assister à une matanza traditionnelle. Hein. Ah non, là, il ne faut pas filmer. Chorizos. Chorizo casero. Le chorizo de la maison, le vrai, l'authentique. En tuant l'animal comme ça, la viande a un meilleur goût qu'à l'abattoir. Ça, c'est Modesto qui a fait le jamon. Ce jambon, là, il sèche ici dans votre cuisine. Oui. Là, par contre... La palette à l'avant et à l'arrière, un jamon. En Espagne, pour le meilleur et pour le pire, il y a une conservation des traditions qui est à la fois bénéfique au maintien de savoir-faire transmis, comme on dit, de bisabuelo en abuelo, c'est-à-dire d'arrière-grand-mère ou grand-père en grand-père, en père, en fils. C'est vrai que si inversement on doit apporter un progrès, il est long à faire accepter parce que la tradition est d'une inertie gigantesque pour le meilleur et pour le pire. Voilà, place à la dégustation. En ce qui me concerne, vous l'avez compris, un vieux cochon bien gras qui a mangé 800 kilos de glands dans sa vie. Une indication quand même, on peut le reconnaître à son odeur. C'est un vrai appel au sens, si vous sentiez les effluves. Merci en tout cas à Philippe, fondateur de Bellota Bellota. Vous l'avez vu dans le reportage, il nous a emmenés jusqu'en Espagne. Et moi, je vous dis à très vite sur France 5. Adios.